Bonjour à tous, alors dans cette vidéo nous allons faire la mise en perspective du chapitre de géographie, les territoires ultramarins, une problématique spécifique. Alors comme vous pouvez le voir sur cette carte, on peut voir tous les territoires ultramarins français. Néanmoins vous avez trois couleurs différentes qui servent tout simplement à distinguer les territoires ultramarins entre eux, puisque tous ces territoires n'ont tout simplement pas le même statut. Par exemple, les territoires qui apparaissent en rouge, c'est-à-dire la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion et Mayotte, sont ce qu'on appelle des DROM, c'est-à-dire des départements et des régions d'outre-mer. Cela veut tout simplement dire que ces territoires sont des départements français sur lesquels les lois françaises s'appliquent totalement. Pour le dire autrement, vous n'avez aucune différence entre les lois en Seine-et-Marne et les lois en Guadeloupe et dans tous les DROM. Au contraire, vous avez aussi des territoires qui apparaissent en orange. C'est la Polynésie française, vous avez Saint-Martin, vous avez Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, et enfin Wallis et Futuna. C'est ce que l'on appelle des COM, c'est-à-dire des collectivités d'outre-mer. Au contraire des DROM, ces territoires ont une certaine autonomie. Cela veut dire qu'il y a certains domaines dans lesquels ils font ce qu'ils veulent. Alors, prenons l'exemple de Wallis et Futuna, qui est tout simplement le territoire ultramarin le plus éloigné de France métropolitaine. Il y a environ 16 000 km entre Paris et Wallis et Futuna. Alors, Wallis et Futuna est composé, comme vous pouvez le voir, de trois îles principales. Vous avez Wallis, vous avez Futuna et vous avez Alofi. On parle peu de cette dernière tout simplement parce qu'elle est très peu habitée. Le territoire, et c'est ça qui est intéressant, est divisé en trois royaumes. Vous avez le royaume d'Alo, qui est dans le cadre bleu, vous allez avoir le royaume de Sigave dans le cadre noir, et enfin le royaume d'Ouvéa qui apparaît dans le cadre vert. Et donc à la tête de chacun de ces royaumes, vous allez retrouver un roi. Et ça c'est très étonnant puisque ce sont des territoires français, et que la France, je vous le rappelle, est une république, avec un président à sa tête, que les citoyens vont élire. Et là, sur notre territoire, nous avons des rois. Alors comment ça s'explique? C'est tout simple, par le fait que lors de la décolonisation, Wallis et Futuna a fait le choix de rester française avec la condition de garder des traditions, ce qu'on appelle le droit coutumier, et ça a été accepté par la France. Autre spécificité qui illustre l'autonomie de Wallis et Futuna, bah, c'est tout simplement le billet que vous avez en haut à droite, puisque même si la monnaie officielle en France est donc également dans les DROM et l'euro, bah, Wallis et Futuna, comme par exemple la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française, ont fait le choix d'utiliser plutôt le franc pacifique à la place de l'euro. Alors, si on regarde une nouvelle fois cette carte, apparaissent aussi des territoires en vert qui ont en fait ce qu'on appelle des statuts particuliers, donc c'est écrit autre statut. Alors c'est le cas de la Nouvelle-Calédonie, qui est au cœur de l'actualité de ces dernières années, car elle a la possibilité de devenir indépendante, c'est-à-dire de ne plus être française. Depuis 2018 sont organisés différents référendums. Donc, selon un accord passé dans les années 1980, alors j'ai plus la date exacte en tête, doivent être organisés trois référendums pour pouvoir euh, juger de l'indépendance ou pas de la Nouvelle-Calédonie. Donc, le premier référendum a eu lieu en 2018 et la question posée était: voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie devienne indépendante? Et comme vous pouvez le voir, c'est le non qui l'a emporté avec 56,7% des voix. En 2020, un deuxième référendum a été organisé et une nouvelle fois, c'est le non qui l'a emporté avec 53% des noms cette fois-ci. Le troisième, qui sera le dernier référendum, doit être organisé en 2022. Et là, dans ce cas, si le oui l'emporte, la Nouvelle-Calédonie deviendra indépendante. Si c'est le non qui l'emporte, elle prendra le statut de collectivité d'outre-mer. Elle deviendra un COM. Une COM. Autre territoire ayant un autre statut, ce sont ce qu'on appelle les TAF. Et ce sont des territoires australes et antarctiques françaises. Alors ce sont plusieurs îles, vous avez Tromelin, Kerguelen, Crozet, Nouvelle-Amsterdam, etc. Et si ces territoires ne sont ni des DROM ni des COM, c'est tout simplement parce qu'il n'y a aucun habitant permanent sur ces îles. Ce sont des territoires sur lesquels exercent principalement des scientifiques qui font des recherches sur la faune, la flore, mais aussi sur le mouvement des satellites, qui vont servir de relais pour les fusées, qui vont affiner le calibrage du réseau européen, etc. etc. Donc, euh, pour illustrer ça, je vous montre, hein, sur la gauche, vous avez une photographie de Kerguelen, qui est l'île qui accueille le plus de scientifiques, et à droite, vous avez l'île Crozet et sa base scientifique au premier plan.
Donc autour de ces territoires, on retrouve aussi de nombreux pêcheurs qui viennent principalement de l'île de la Réunion, car toutes ces eaux sont très poissonneuses, c'est-à-dire qu'elles sont riches en poissons. Bref, tous ces territoires ont des problèmes spécifiques. Vous connaissez par exemple les problématiques de Mayotte, puisque c'était l'étude de cas. On peut donner des exemples supplémentaires, alors je vais le faire assez rapidement avec l'exemple de la Réunion, qui, comme vous pouvez le voir sur la carte à gauche, est occupé par, dans son centre, hein, par deux volcans. Vous avez le piton de la Fournaise que vous voyez en photographie lors d'une éruption volcanique et le piton des neiges. Alors, le piton de la Fournaise est impressionnant puisque c'est l'un des volcans les plus actifs de la planète et ces deux volcans posent problème. Tout simplement parce que pour aménager le territoire, on le sait bien, le relief et la pente ne sont pas toujours, sont des contraintes. C'est pourquoi, pour des raisons de parce que c'est plus simple, tout simplement, toutes les routes les plus importantes ont été construites tout autour du littoral, comme vous pouvez le voir encore une fois sur la carte. Ces routes sont tout à fait essentielles pour la mobilité des Réunionnais, mais elles sont parfois dangereuses. Alors, comme vous pouvez le voir, là, vous avez la route qui est tout simplement sur le bord du littoral. Vous avez une petite digue qui protège la route des vagues, mais lors de certaines tempêtes, il n'est pas rare de voir les vagues déferler sur la route. Vous voyez aussi que la route est au flanc d'une falaise, donc il y a un risque d'éboulement important. Et ce qui conduit la route à être fermée quand même, c'est pas anodin, 1 à 2 mois par an, ce qui est assez problématique pour les Réunionnais. Alors, tout simplement parce que, au-delà des déplacements privés, je vous rappelle que c'est une île. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si vous regardez la carte, vous avez le port, qui est ici, et vous avez ici Saint-Denis, qui est la ville principale de la Réunion. Or, comme vous l'avez vu notamment en quatrième sur le chapitre des mers et des océans, 90% des biens qui sont échangés dans le monde le sont par voie maritime. Et comme la Réunion est une île, si elle veut recevoir des denrées et des biens, bah, elle doit absolument garder un accès à son port. Et puis, avec la route et la fermeture, bah, le port et Saint-Denis sont coupés en deux. C'est pourquoi l'un des projets est de construire une nouvelle route, hein, que vous voyez sur la photographie à gauche, qui est une route qui passe, vous voyez, par l'eau, par la mer, pardon, hein, directement dans la mer. Bah, si vous regardez la spécificité de cette route, hein, c'est clair, hein, ils l'ont éloignée au maximum de la falaise pour éviter les éboulements. Et si vous regardez la hauteur de la route, elle est beaucoup plus haute par rapport à la précédente, ce qui permet d'éviter le déferlement des vagues. Alors le projet est en retard, il reste encore de nombreuses portions à construire, et comme toujours, bah, vous imaginez, on l'a déjà vu à plusieurs reprises, vous avez des opposants, hein. La cause c'est la cause environnementale, ou le budget colossal de l'infrastructure, puisque la route doit coûter environ 2 milliards, en tout cas c'est ce qui avait été annoncé, mais en principe on devrait plutôt atteindre le double. Donc voilà, c'est des sommes qui sont très importantes. Bref, ce problème lié au volcan et au littoral est spécifique à la Réunion. Autre exemple, celui de la Guyane, qui est le seul territoire ultramarin qui n'est pas une île. Si vous regardez cette carte, vous pouvez voir qu'une très grande partie du territoire, donc c'est ce qui apparaît en vert, est occupée par une forêt, et c'est une forêt que vous connaissez puisque c'est la forêt amazonienne. Donc la forêt amazonienne est aussi une forêt française. C'est ce qui explique, hein, c'est ce qui est en jaune, que 90% des Guyanais vivent sur le littoral. Donc il faut donc réussir à concilier l'aménagement du territoire avec cet environnement qui peut être parfois très contraignant. En revanche, les territoires ultramarins ont des contraintes qu'ils partagent tous ensemble. Alors d'abord l'isolement, on l'avait déjà vu avec Mayotte par rapport à la métropole, qui sont éloignés, c'est ce qu'on appelle la discontinuité territoriale, mais aussi par rapport aux autres territoires ultramarins français, hein, parce que bah, la Guyane c'est pas à côté de Mayotte et encore moins de la Réunion. Et également l'insularité, c'est-à-dire que tous ces territoires, à l'exception de la Guyane, sont des îles. Enfin, quelque chose qu'ils vivent tous ensemble, hein, c'est ce qu'on appelle le décalage horaire par rapport à la métropole. Vous avez par exemple 10 heures de décalage horaire entre la Nouvelle-Calédonie et Paris. Alors, qu'est-ce que ça fait dans les faits? Pas grand-chose, si beaucoup. Admettons que vous vivez par exemple en Polynésie française, à Bora Bora. Vous vous levez le vendredi matin et vous allumez la télévision nationale. Vous tombez sur les départs en week-end des Parisiens. Ça vous concerne quand même assez peu.
Autre exemple, vous êtes sur votre île à 35 degrés, vous allumez encore la télévision et vous tombez sur les chutes de neige dans les Alpes. Alors tout ça, en fait, ça renforce le sentiment d'isolement par rapport à la métropole. Alors il existe évidemment des chaînes locales, mais les chaînes nationales sont regardées. Euh, Dernier exemple avec les élections, jusqu'à récemment, lorsque les résultats nationaux étaient diffusés à la télévision, hein, pensez directement aux élections présidentielles, vous voyez le candidat qui a remporté l'élection à 20 heures sur toutes les chaînes de télévision, bah, très souvent, dans les territoires ultramarins, c'est le moment où on commence à voter. Donc c'est juste le matin, et c'est assez décourageant, hein. Vous allez voter, mais les résultats sont déjà donnés. Ça, tout ça à cause du décalage horaire. Alors, tout simplement, pourquoi ils se permettent ça? Bah, parce que la majorité des Français vivent en métropole et que la majorité a déjà voté. Donc, en fait, votre poids démographique dans les territoires ultramarins est assez peu important par rapport à ceux de métropole. Donc, il y a peu de chances que l'élection change à l'issue du vote de certains territoires ultramarins. Donc, tout ça, ça a été modifié, hein. Désormais, les territoires ultramarins, notamment ceux qui ont un décalage horaire important, vont voter un jour avant pour que leurs résultats soient pris en compte. Alors, dernier exemple, et je m'arrêterai là, pour lutter contre cette discontinuité territoriale, et donc cet isolement, l'État met en place des mesures que vous connaissez sans vous en rendre compte. Alors, je prends un exemple vraiment simple pour que vous compreniez, c'est l'exemple de la Poste. Alors, on s'en rend pas compte, mais en France, le prix du timbre varie en fonction du poids et non pas par rapport à la distance. En principe, envoyer un courrier depuis Ponto Combo en Guadeloupe devrait vous coûter plus cher qu'envoyer un courrier à Paris. Pourtant, ce n'est pas comme ça que ça se passe en France. Votre lettre coûte 1,5 € dans tous les cas pour 20 grammes de courrier. Vous pouvez le voir sur l'écran. La Poste demande néanmoins donc un complément à partir de 250 grammes, mais si vous regardez le tableau, si demain vous voulez envoyer un courrier sur l'île Kerguelen dans les terres australes et antarctiques françaises auprès d'un scientifique, ça vous coûte aussi cher que de l'envoyer à Paris. Bref, si dans de nombreux pays on paye en fonction de la distance, en France on paye au poids. Alors pourquoi? Bah, c'est un choix politique, hein, qui a pour objectif tout simplement de renforcer de réduire pardon, le sentiment d'isolement des personnes habitant dans des territoires ultramarins par rapport à la métropole. Et donc, qui va payer en fait le cheminement de ces lettres dans les territoires ultramarins? Bah, c'est tout simplement l'État qui va prendre en charge le coût du transport. Bref, vous l'avez compris, l'aménagement du territoire est important pour répondre aux spécificités des territoires ultramarins français.